vous. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste en blockchain, en crypto, mais par contre, j'ai une passion sur Terre, c'est les théories monétaires. Et donc, je sors d'ailleurs un livre dans 15 jours qui portera sur la monnaie fondante, qui était une théorie qui avait été inventée par un belgo-allemand, Silvio Gesell, qui est à la base de toutes les théories de monnaie alternatives. Et ce sera le premier livre en français, d'ailleurs, jamais écrit sur le sujet. Et j'ai écrit il y a 3 ans un livre sur le plan de Chicago dont je vous parlais. Et d'abord un point en référence à votre exposé, vous parliez de débat démocratique. Et finalement, je pense que la pseudo-indépendance de la BCE a confisqué le débat démocratique. Et quand vous parliez tout à l'heure du fait qu'une des questions, c'était de savoir s'il fallait nationaliser ou renationaliser la monnaie, c'est de ça dont on parle maintenant, et je l'aborderai par un chemin un peu détourné. La monnaie, quand on y réfléchit, c'est un phénomène qui est parfaitement insaisissable, puisque la monnaie relève du symbole. La monnaie n'existe pas à l'état naturel. On décide que des coquillages, du bétail, des esclaves, de l'or, de l'argent, du cuivre peut servir de monnaie, mais en tant que tel, ce n'est jamais qu'une convention qui est tout à fait artificielle. Il n'y a pas de monnaie naturelle. Le seul concept de naturalité qu'on trouve dans la monnaie, c'est au Moyen Âge l'idée d'un taux d'intérêt naturel qui était en fait le taux de croissance des végétaux, à peu près 3% par an, qui a laissé penser que le taux d'intérêt de l'humanité était de cet ordre de grandeur. Il y a pas mal de théories d'ailleurs qui ont imaginé que le taux d'intérêt fondamental, ce qu'on appelle le tribut, était de cet ordre de grandeur aussi, mais personne ne sait. Donc, on ne connaît pas dans un système d'économie marchande quelle est la quantité de monnaie, et on ne connaît pas non plus son juste prix. Son prix dépend de sa quantité étant inconnue, on ne peut pas donc savoir si le taux d'intérêt qui relève de l'offre et la loi et de la demande, c'est le bon taux d'intérêt. Donc en fait, on ne sait rien. On ne sait rien du tout. Tout aussi simple que ça. Et comme on ne sait rien, il a fallu ajouter de la symbolique à la symbolique. Et c'est pour ça que les États ont accaparé le monopole, ce qu'on appelle le droit régalien de battre monnaie, dès il y a plusieurs millénaires, en capturant l'exploitation des mines de sel, d'or et d'argent, que sais-je, et en imprimant les pièces, en battant monnaie, et aujourd'hui en imposant un cours légal aux monnaies traditionnelles. Et quand on est sûr que le cours légal n'est pas encore suffisant, on ajoute un peu de divinité pour que le Tout-Puissant nous aide. C'est le In God We Trust, et non pas In God I Trust, mais We Trust, pour assurer le caractère collectif de la monnaie. Et dans la zone euro, sur les pièces de 2 euros hollandaises, il y a d'ailleurs sur la facette une référence au Tout-Puissant. Alors, quand on parle de la monnaie, il y a eu en fait beaucoup de théoriciens. Il y a eu, dans les théoriciens récents, il y a eu Marx, il y a eu Keynes, il y a eu Fischer, mais il y a un grand débat qui a animé la sphère monétaire au siècle passé, non, au 19e siècle, excusez-moi, c'est le débat entre la banking school et la currency school. C'est un débat d'origine anglaise. Et en fait, la question était de savoir, mais qui possédait ce fameux droit de battre monnaie? La currency school partait de l'idée qu'il fallait que toute monnaie soit garantie par un référent supérieur, de l'or, de l'argent, dans un système mono ou bimétallique, et que donc la quantité de monnaie devait être, au marc le franc, c'est le cas de le dire, garantie par de l'or. On a vécu dans un système de ce type-là sous Bretton Woods jusqu'en 71, mais pas tout à fait, parce qu'on a eu aussi une plongée dans ce qu'on appelle la banking school, qui est l'autre école, qui partait de l'idée en fait que la monnaie pouvait être créée par des acteurs privés, bien qu'étant un bien public, au travers de ce qu'on appelle le multiplicateur du crédit. C'est-à-dire que quand on dépose 1 euro dans un système bancaire, cet euro peut être aspiré, être reprêté, prêté à quelqu'un qui va lui-même en faire un dépôt, et donc avec 1 euro physique, pour simplifier la vision des choses, on peut en créer 10, 15 avec un rythme de la monnaie qui dépend du taux de croissance de l'économie. C'est d'ailleurs ce qui rend impossible la quantité de monnaie, parce qu'on ne sait jamais à quel point du cycle on est. Donc en période de grand développement économique, l'euro se démultiplie plus rapidement qu'il ne peut le faire en période de tassement économique. Et donc cette espèce de flux monétaire n'est pas sous le contrôle d'un État, puisque c'est le niveau de la conjoncture qui impose cette circularité. Donc voilà, ça c'était la banking school contre la currency school, et finalement c'est la banking school qui a gagné, parce que si on avait eu des monnaies qui avaient été confinées à un référent physique, aurifère,
ça aurait été des monnaies essentiellement déflationnistes. D'ailleurs, tous les systèmes de currency school ont plus ou moins échoué. En 71, il y a eu donc l'écroulement de Bretton Woods, qui était d'abord décidé par les Allemands et puis par les Américains, parce que comme les Américains devaient donner la liquidité au reste du monde, il est évident que le nombre de dollars qu'ils devaient donner au reste de l'économie, notamment pour financer leurs déficits commerciaux budgétaires, était supérieur aux réserves d'or qu'ils pouvaient posséder. Voilà, donc c'est compliqué, personne ne sait très bien finalement où on en est dans le domaine monétaire. Et c'est dans le cadre des années 20 que il y a eu un chercheur américain, un Canadien, mais surtout un chercheur américain qui s'appelle Fisher. Fisher, pour ceux qui ont étudié un peu l'économie, c'est le type de l'équation Fisher, qui est donc la combinaison du taux réel et du taux d'inflation pour déterminer le taux d'intérêt de l'économie. C'est l'homme qui a inventé les prémices de la théorie quantitative, avec le fameux MV égale PT. Donc, il dit que si on est en plein emploi et qu'on utilise les capacités de production au maximum, si on augmente la quantité de monnaie, normalement, ça conduit à de l'inflation quasiment dans la même proportion. Et donc, en fait, Fisher s'était dit, il n'est pas normal, dans le contexte de la crise de 29, que la rapidité du flux monétaire soit hors de la portée des États. Il avait constaté qu'en fait, quand tout allait bien, le flux monétaire s'accélérait, et à juste titre, parce que le flux monétaire épousait le roulement spontané du capitalisme, et que donc la demande agrégée faisait qu'il y avait une aspiration de cette circularité de la monnaie, et que par contre, en période de récession comme en 29, les banques, en tout cas tous les prêteurs, se dépêchaient de demander le remboursement de leurs prêts, ce qui conduisait les agents économiques de dernière ligne à devoir vendre des biens pour rembourser, et qu'en fait, ces ventes accéléraient une baisse de prix qui elle-même accélérait la décélération de la monnaie. Et donc finalement, le multiplicateur du crédit retombait à pas grand-chose et tous les prix baissaient. D'ailleurs, il avait théorisé à juste titre le fait que quand on se dépêchait de rembourser ses dettes, les dettes coûtaient d'autant plus cher. Pourquoi? Parce que les actifs qu'on devait vendre pour les céder étaient de plus en plus difficiles à vendre. D'ailleurs, on a vécu la même chose en 2008 aux États-Unis, quand il y a eu cette espèce de mauvaise circularité dans le domaine immobilier. Et donc, ce qu'il avait inventé, c'était l'idée en fait qu'il fallait renationaliser, donc je fais référence, monsieur le député, à votre exposé, il fallait renationaliser la monnaie. Il fallait que les États recapturent ce droit de battre monnaie comme dans la currency school, et ça se serait passé de la manière suivante. Tout dépôt bancaire placé dans une banque américaine aurait dû être replacé par cette même banque auprès de la Federal Reserve. Et donc, ça aurait, au sens, et j'utilise ce mot à bon escient, séminal, ça aurait stérilisé le flux monétaire, puisque chaque dollar serait reparti auprès de la Federal Reserve. Il y aurait donc non pas un circuit bancaire, mais un ensemble de banques en étoile autour de la banque centrale qui serait redevenue centrale et qui aurait donc pu contrôler exactement la quantité de monnaie en circulation. Et si des banques avaient eu besoin d'enveloppes de crédit, alors il n'était pas clair de savoir si la Federal Reserve allait ou non juger du bien fondé des crédits, mais en tout état de cause, les banques commerciales auraient dû demander à la Federal Reserve, une allocation de crédit pour pouvoir donner des crédits aux personnes qui en demandaient, sachant qu'une fois que ces crédits auraient été octroyés et que ces crédits auraient été utilisés pour payer des investissements, des dépenses, et la personne qui aurait reçu l'argent découlant du crédit aurait dû déposer, sauvegarder l'argent sous forme physique, cet argent dans une banque qui elle-même aurait dû le redéposer auprès de la Banque centrale. Donc c'était un système qui renationalisait complètement la monnaie. Ça aurait eu l'avantage aussi de financer directement la dette publique qui avait grandi, bon, pas dans les proportions qu'on connaît maintenant, pendant la crise de 29 et dans les années subséquentes, puisque cette Federal Reserve aurait pu la monétiser directement, comme en fait maintenant les banques centrales le font. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Roosevelt, donc président, à l'époque, n'a pas rencontré Fisher pour en parler avec lui, mais a écarté l'idée, parce que comme il avait profondément changé le système bancaire, et notamment au moment de son élection d'ailleurs, décrété une semaine de vacances bancaires pour que le système se stabilise, il aurait considéré que c'était allé trop loin. Les banquiers s'étaient évidemment opposés
à ce plan de Chicago. On l'appelait de Chicago parce qu'il était né à Chicago. Parce que si ça avait été mis en œuvre, il est évident que toute l'activité d'intermédiation des banques aurait disparu, sachant que le seul rôle que les banques auraient pu jouer, c'était en fait gagner une faible marge de crédit sur les crédits qu'elles octroyaient, et sachant que l'argent venait de toute façon de la Federal Reserve. Donc les banques auraient en fait perdu le rôle naturel d'intermédiation et elles auraient perdu en fait la capacité d'être rémunérées sur la gestion des risques qu'elles pouvaient mettre en œuvre. Et donc le plan a été abandonné. Et donc on n'en a plus parlé pendant très longtemps. Jusqu'au moment, et donc j'ai écrit un livre là-dessus parce que ça m'intéressait, il est disponible sur Amazon, et jusqu'au moment où on a commencé à parler des CBDC. Alors c'est intéressant avec CBDC parce que finalement, on se dit d'abord, mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors il y a toute une série d'argumentaires, effectivement avec le texte de Biden, il y a toute une série d'argumentaires qui viennent de la BCE. On interprète ça comme étant une sorte de concurrence par rapport aux cryptos. Peut-être expliquer c'est quoi les CBDC, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas, CBDC, peut-être pas tous. Central Bank Digital Currency, c'est les monnaies digitales émises par les banques centrales. Ça a commencé en Chine, c'est mis en œuvre par la BCE, je crois que vous savez, excusez-moi. Et depuis le texte de Biden, ce sera le cas aux États-Unis. Donc en fait, je vais expliquer de quoi il s'agit. Ce sont donc des monnaies digitales. Je ne sais pas pourquoi on les appelle digitales, parce que finalement, la technologie qui est derrière ces monnaies ne sera pas toujours le blockchain, ça peut être autre chose, voire rien du tout d'ailleurs. Et donc, ce sont des monnaies qui permettent directement ou indirectement à un déposant bancaire d'ouvrir un compte auprès de la Banque centrale. Et donc, pour parler des citoyens européens, quand on voit les textes primaires, parce que ce n'est pas très développé encore, hein, et quelques avis de presse un peu touffus, c'est donc une monnaie qui serait un euro dans la zone euro et qui nous permettrait, au travers de nos banques commerciales, d'avoir pari passu un compte ouvert auprès de la Banque centrale européenne. Et donc, ça se rapproche finalement très fort du plan de Chicago, puisque ça reviendrait au fait que si je fais un dépôt auprès d'une banque commerciale, cette banque commerciale n'est pas obligée, comme dans le plan de Chicago, de déposer cet euro auprès de la BCE, mais je peux décider que cet euro, quand le système sera mis en œuvre, soit déposé auprès de la BCE. Il est question d'un maximum de 3 000 euros par déposant. Enfin, 3 000 euros par déposant fois 330 millions d'habitants de la zone euro, ça fait quand même pas mal d'argent. Et donc, on reparle en fait finalement de ce plan de Chicago, mais dans une mesure qui est encore marginale. Et donc, on peut se demander, mais pourquoi finalement ? Pourquoi faire cette histoire ? Parce que ça suscite beaucoup de questions. D'abord, ça enlève aux banques privées pour partie le rôle commercial. Et les banques commerciales intelligentes ont commencé à comprendre qu'un jour, elles seraient sans doute dépossédées de cette rémunération associée au flux monétaire. Donc, elles commencent à se développer dans d'autres domaines commerciaux, paracommerciaux. Elles deviennent parfois des plateformes commerciales. On a 2 exemples en Belgique qui sont quand même les champions au monde, qui s'appellent KBC Belfius. On peut se demander aussi si ce n'est pas une façon de légitimer le financement direct des États par la BCE. Pourquoi pas ? Ça peut se comprendre. Ça posera d'autres problèmes, évidemment. D'abord, quel est le taux d'intérêt sur un dépôt de ce type-là ? Peu de gens y pensent, mais quel est le taux d'intérêt sur un billet émis par une banque centrale ? C'est 0. Hein. Un billet pris isolément sur la table ne sécrète pas de taux d'intérêt. Le billet ne génère un intérêt que pour autant qu'on le rentre dans un système entre 2 co-contractants, d'emprunteurs déposants ou un système bancaire. Et en fait, le taux d'intérêt est là pour valider l'existence du prêt. Mais si la monnaie est ouverte auprès de la Banque centrale, il n'y a pas besoin d'intérêt, donc le taux d'intérêt sera quasiment, normalement, égal à 0. Quel sera le rôle encore dans un système de ce type de la garantie des dépôts ? On sait que les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros par déposant, par banque. À partir du moment où, en tout cas pour ces 3 000 euros et peut-être plus un jour, les déposants peuvent ouvrir un compte auprès de la BCE, c'est comme si on ouvrait un compte auprès du coffre-fort des banques. Il n'y a pas de raison qu'on soit garanti, puisque le garant du système, c'est la BCE. Donc le garant du système n'a pas à se garantir lui-même. Autre question qui moi, m'interpelle, c'est de savoir, mais finalement, à partir du moment où on crée ces fameux CBDC, comment gérer la valeur de l'euro ? Parce qu'on aurait la coexistence de 3 euros.
voire de bien plus que 3 euros. D'abord, l'euro physique, papier, donc celui qu'on peut mettre sur une pince à linge. L'euro banque centrale, jusqu'à ces 3 000 euros, ça c'est incontestable, qui a en fait, techniquement, normalement, à la symbolique près, la même valeur qu'un billet émis par la Banque centrale, et puis des euros placés dans les banques. Mais ça veut dire que un euro placé dans une banque vaudra, entre guillemets, toujours moins qu'un euro déposé auprès de la BCE, puisque le risque systémique ou individuel, idiosyncratique d'une banque est plus élevé que le risque du créateur de monnaie. On sait que le rating aujourd'hui moyen du secteur bancaire européen, ça doit être double B, quelque chose comme ça, ce n'est pas triple A. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer un jour qu'un euro n'est pas la même valeur dans une banque que dans une autre, et certainement pas la même valeur qu'un euro déposé auprès de la Banque centrale, bien que ce soit au travers du bilan d'une banque commerciale. Alors ça paraît être un peu fantasmagorique, je vous raconte, mais il se fait que quand on s'intéresse à la valeur du dollar, et la Federal Reserve a été créée en 1913 pour unifier le dollar, les dollars étaient imprimés par des banques privées auparavant. Il y avait donc des banques, on pouvait d'ailleurs identifier les dollars selon les banques qui les imprimaient, et en fonction de la solvabilité des banques en question, certains dollars étaient préférés à d'autres. Ça ramène à cette fameuse loi de Thomas Grisham qui disait la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire qu'on utilise pour des transactions la monnaie qui est la moins chère, et on thésaurise celle qui est la plus précieuse, la bonne, donc celle de la Banque centrale européenne. Donc ça pourrait conduire à des effets un peu bizarroïdes qui n'ont pas été encore identifiés maintenant, mais certainement pas à une unification a priori de la valeur de tous les euros, indépendamment de leur forme physique ou digitale. Autre question qui pourrait se poser, c'est dans ces fameux CBDC, mais quid du risque systémique? Parce que si à un moment, comme maintenant, il y a des problèmes, des chaos, que sais-je, vis-à-vis de certains pays, de certaines banques, on pourrait imaginer bien sûr qu'il y a des effets de bord et que tout d'un coup, les citoyens décident de transformer leurs euros auprès de banques commerciales dans des euros banque centrale. Je sais que ce serait limité théoriquement à 3 000 euros. Et donc, ça pourrait à ce moment-là déstabiliser les banques qui ne seraient plus capables de jouer le rôle de prêteur des euros qui leur ont été déposés. Donc, ça pose pas mal de questions. Mais alors, je vais plus loin, et c'est là que ça va peut-être être plus proche des matières qui vous interpellent et qui vous préoccupent. C'est toute la question de la vie privée qui se pose aussi. Parce que à partir du moment où, dans un monde un peu dystopique, on peut ouvrir des comptes auprès de la BCE. Voilà. Plus que 3 000 euros, 5 000, 10 000, 20 000 euros, que sais-je. Ça supposerait qu'une autorité centrale ait le contrôle étatique sur nos euros, voire qu'un jour, pourquoi pas, cette autorité puisse décider de la valeur de cet euro. Par exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup d'euros pourrait se voir confisquer une partie de ses euros en cas de situation inflationniste. En cas de situation déflationniste, on pourrait décider que toutes les personnes qui ont un compte ouvert auprès de la BCE reçoivent 10% d'euros en plus pour relancer la machine économique. C'était d'ailleurs une des idées de Fischer dans son plan de Chicago. On pourrait un jour imaginer, si les CBDC sont étendus, que les déclarations fiscales, que les déclarations en matière de TVA, de patrimoine, que sais-je, que les droits de succession, enfin que tout ça ne fasse pas l'objet d'une déclaration positive parce que ce soit établi par les circuits qui auraient été complètement renationalisés. Et de nouveau, ça revient au concept de renationalisation de la monnaie dont vous avez parlé tout à l'heure, et que donc, on puisse même aller encore plus loin, que certaines consommations, par exemple, le type qui boit un peu trop de gnôle ou qui fume un peu trop de cigarettes, ils soient un peu pénalisés en termes de valeur de ces euros déposés auprès de la BCE. Donc, je pense qu'on va arriver, je vois loin, mais je crois qu'en matière monétaire, il faut toujours se dire qu'on ne voit pas assez loin, parce que quand on voit le nombre de révolutions monétaires qui nous ont précédés, et sachant, j'avais vu ça d'ailleurs au musée de la numismatie à Berlin il y a quelques années, qu'il y a 60 000 monnaies qui nous ont précédés, les révolutions, ça veut dire qu'il y en a encore 59 999 qui vont arriver devant nous. Ça veut dire qu'il faut regarder loin et peut-être qu'on arrive dans un monde extrêmement particulier où on aura, et je fais référence à votre exposé tout à l'heure, peut-être quand même des guerres de monnaie. Peut-être pas des guerres violentes, mais des guerres de symboles, avec des monnaies d'État qui voudront recouvrer cette espèce de souveraineté associée à ce qu'on appelle le cours légal maintenant, et d'autre part,
des cryptos ou pas cryptos, des autres monnaies qui soient en concurrence avec celle-là, avec peut-être des écosystèmes qui seront différents. Mais ma conviction, et ça va peut-être en décevoir certains, c'est que je crois que si à un moment il y a guerre des monnaies, in fine, c'est les États qui vont la gagner. Parce que les États ne toléreront jamais, je pense, de voir des monnaies et des écosystèmes concurrencer ceux qu'ils créent pour lever des impôts et s'endetter. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Il y a un proverbe romain d'ailleurs, et Dieu sait si pourtant j'ai fait ma maths il y a longtemps, mais que j'oublie maintenant. Il y a un proverbe romain qui dit que la dette et l'impôt sont levés dans la monnaie que l'État impose. Et donc, si un jour il y a combat de monnaie, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les CBDC sont les prémices d'une avancée des États, je pense que les États vont sans doute mener ce combat avec succès. D'ailleurs, ce qu'on voit maintenant, et j'ai été pendant quelques années maintenant CEO de la plus grande banque privée du pays, on voit très très bien que les personnes qui ont des portefeuilles de crypto ont énormément de mal à rentrer dans l'atmosphère de l'euro, et que donc, ou bien ces cryptos restent dans des écosystèmes un peu exosphériques, un peu parallèles, mais ont du mal à rentrer dans le circuit de repas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un peu théorique, mais bon, je suis prof du NIF, hein, donc ça voilà.